Bonjour à tous, vous êtes au webinaire Odyssée de l'IA dans la fraude et la conformité. Donc on va se présenter rapidement. Moi je suis Stéphanie Royer, responsable formation de l'Institut du risque management, donc filiale de formation de l'Institut des actuaires. Et Anna Nesviskaya, qui est entre autres donc intervenante au sein du programme de formation conformité et assurance en partenariat avec Dauphine, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir. Effectivement, cette activité fait partie des choses que je mène de front. J'ai un pied dans le monde académique, étant professeur à la Haute École de gestion de Genève actuellement, où j'encadre notamment les activités liées à l'intelligence économique sous l'angle de l'intelligence artificielle et du comportement informationnel. Voilà. J'ai également un passé en entreprise, c'est-à-dire une vingtaine d'années en entreprise dans le monde du conseil, de la finance. J'ai dirigé pendant 10 ans une équipe de data scientists spécialistes du secteur financier et je préside un réseau d'experts data en France actuellement. Voilà. Et c'est à ce titre-là que je m'intéresse au sujet de la fraude et de la conformité en particulier. Merci Anna. Ce webinaire en fait a été proposé dans le cadre en fait de la formation du certificat conformité assurance. Donc c'est un certificat qui est proposé, comme je le disais tout à l'heure, en partenariat avec Dauphine Executive Education. Alors pourquoi ce partenariat? Parce qu'en fait Dauphine propose un master compliance, dont dans ce master compliance une formation conformité financière. Et on s'est rendu compte que on avait un programme, nous, qui s'appelait, qui était via le biais de l'Institut des actuaires, lié au domaine de l'assurance. Et donc, du coup, on a fait un programme un petit peu fusionné, en fait, entre leur programme conformité financière et notre partie assurantielle. Donc, un programme de 9 jours. Où nous avons donc 5 jours côté Dauphine et 4 jours côté IRM. Euh, donc, tu peux peut-être présenter voilà, la slide suivante. Donc là, on peut voir un petit peu les différentes interventions qu'il y a lors de ce programme. C'est un programme qui se veut lié, comme je le disais tout à l'heure, la partie un petit peu plus financière qui va être vue par les intervenants de Dauphine, sachant que ce sont quand même des intervenants dans le domaine de l'assurance, parce que le but, c'est quand même que ça soit évidemment la conformité, mais liée au secteur de l'assurance. Et vous aurez donc après toutes les parties réglementaires, évidemment, qui sont liées à la fonction conformité. Et puis, une thématique sur la cartographie des risques, qui seront liés sur ce secteur assurantiel. Et toute une dernière partie plus liée à la partie nouvelle, comment dire, nouvelle, excusez-moi, euh, nouveautés pardon, liées à l'IA notamment, et la digitalisation, toutes les notions qui sont aussi importantes dans la conformité, et d'où le fait qu'on ait demandé à Anna de faire ce webinaire, parce que c'est quand même une part importante dans la fonction conformité euh, qui est apportée par l'IA maintenant. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, dernier point, et après je laisserai vraiment Anna démarrer son webinaire. Cette formation donc, est une formation, donc, comme je le disais, sur 9 jours, qui démarra le 25 septembre et qui se terminera le 6 novembre. C'est une journée, c'est un certificat, donc il y aura un examen sur une demi-journée, à peu près une journée. Vous voyez le montant donc, qui est affiché. C'est une formation qui est finançable via le CPF, donc certifiante. Donc, vous pouvez faire effectivement financer ça en partie ou totalement par votre CPF, et également par une codotation par votre entreprise, si besoin. Et je crois qu'il y avait un dernier point. Donc, cette formation, donc, si vous souhaitez vous candidater, vous pouvez tout télécharger via notre site internet de l'Institut du risque management. Envoyez votre dossier sur l'adresse qui vous est indiquée. Alors, j'ai mis une deadline au 21 juin. Vous le verrez sur le site, c'est indiqué, il y a deux deadlines. Je mets cette date-là parce que c'est notamment par rapport au dossier CPF, hein, il y a des réglementations, c'est plus simple de les faire avant les grandes vacances, hein, parce que c'est vrai que la formation étant le 25 septembre, ça peut être un petit peu compliqué de le faire
début septembre. Donc, n'hésitez pas, si de toute façon, si cette date est passée, de quand même me contacter si besoin. Il y a quand même une possibilité d'avoir des dossiers par la suite jusqu'à début septembre. C'est un dossier de candidature à nous envoyer donc avec le formulaire complété, une lettre de motivation et votre CV. Il y aura un jury en fait d'admission qui se déroulera après cette date du 21 juin, donc avant les vacances avec Dauphine, pour vérifier que tout simplement que votre candidature respecte notamment les prérequis qui sont nécessaires et si votre projet est en lien avec la formation et avec les objectifs de cette formation. Donc moi, j'en ai terminé pour la présentation de cette formation certificat conformité assurance. Et j'ai juste 2 points à vous dire. Je vais lancer un petit questionnaire qui est de 3 questions que je vous invite à remplir. Ça nous permet tout simplement de savoir un petit peu dans quel secteur vous vous situez et si vous avez justement un projet à court terme de formation. Et je vous invite donc pendant ce webinaire, si vous avez des questions, à les poser via le chat. On y répondra à l'issue de la présentation d'Anna ou si je peux y répondre en parallèle, je pourrais vous y répondre via plutôt la partie questions-réponses. Voilà, c'est tout bon pour moi. Bah, je te laisse, Anna, présenter la formation. Enfin, le web. Merci beaucoup Stéphanie. J'aimerais aujourd'hui vous donner un avant-goût de la formation complète à laquelle j'interviendrai sur donc une journée complète. L'objectif est de vous montrer à la fois les aspects très conceptuels, fondamentaux de l'intelligence artificielle qui seront abordés, l'intelligence artificielle, mais aussi de la digitalisation. Voilà. Et de l'autre côté, vous montrer quelques illustrations sur des cas extrêmement concrets réalisés dans le monde de l'assurance, de la conformité en particulier, et d'ouvrir ce champ d'application à d'autres domaines qui peuvent être très inspirants pour le secteur, et en particulier un domaine assez proche, c'est celui de la banque. Donc, l'objectif de cette journée d'intervention au sein du certificat est donc pour vous d'appréhender premièrement les concepts clés liés à l'intelligence artificielle et de voir également quels sont les mythes et les réalités associées à ces concepts clés. Donc de faire la part des choses. C'est aussi d'être capable de se projeter dans la conception d'un usage concret embarquant l'intelligence artificielle dans la conformité. Le but n'est pas seulement de vous présenter un cas d'usage réel, mais c'est aussi de vous montrer les différentes étapes et les enjeux de collaboration en interne ou en externe avec des data scientists qui travaillent sur ces sujets et qui contribuent à concevoir ces usages. Et enfin, l'objectif, c'est aussi de balayer les enjeux liés à l'IA dans la détection, notamment de la fraude bancaire, y compris les enjeux les plus actuels. Donc, cette formation est mise à jour pas plus tard qu'au cours du dernier mois où j'intervenais notamment à la Banque de France pour parler des comportements des fraudeurs à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Donc, avant de parler des choses très modernes, l'objectif est quand même de resituer les concepts. Et pour ça, cette journée commencera par une courte histoire des données, en commençant par la base, c'est-à-dire l'usage des données dès la préhistoire, en Égypte, en Mésopotamie, etc., dans la Chine des Huns, et dans d'autres contextes un peu plus tardifs, qui consistent à collecter un ensemble de données, en particulier sur les populations, pour pouvoir alimenter des usages et de la prise de décision essentiellement politiques liés aux enjeux militaires, aux enjeux fiscaux en particulier, un peu plus tard aux enjeux liés à la démocratie à travers les votes et la censure. Et donc, c'est à travers ces usages-là, liés au recensement de la population, que vont naître les premiers concepts de table qui irrigueront par la suite la discipline des statistiques qui tient, y compris son titre même de cette histoire. Statista homme d'État, c'est celui qui utilise les données pour de la prise de décision politique. Ce n'est qu'un peu plus tard que ça donnera lieu au développement d'une discipline mathématique qui gardera des concepts clés d'individus ou encore de population pour parler des concepts mathématiques. Donc, cette discipline se développera plutôt à la Renaissance avec la naissance du langage mathématique, les plus, les moins, les signes égaux, le signe égal, etc. Et également à travers le développement de nouvelles technologies qui permettent notamment d'accélérer
les processus de recensement, comme par exemple la création des cartes perforées qui permettent d'accélérer drastiquement les recensements qui, aux États-Unis, à l'époque, prenaient jusqu'à dans les 5 ans, c'est-à-dire qui rendent l'usage inutile. En fait, en 5 ans, la population change de tout. Voilà. Donc, ces cartes perforées vont, par exemple, permettre d'accélérer le recensement. L'acteur qui a proposé ça est devenu, quelques années plus tard, IBM, hein, l'un des incontournables sur le marché du big data aujourd'hui. Et à ce moment-là, on verra que les concepts d'infobésité, par exemple, étaient déjà présents, étaient déjà porteurs de forts enjeux. Mais tout de même, cet usage des données était encore réservé aux États, essentiellement. Et ce, jusque dans les années 40, et comme ça se voit à travers l'usage des données, notamment par les renseignements. C'est à ce moment-là que vont naître les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle, notamment avec l'histoire de Turing qu'on verra à travers les concepts théoriques ou pratiques qu'il faisait. Quand on parle de la pratique, c'est surtout des cas d'application en crypto, c'est-à-dire crypter et décrypter des messages avec des méthodes extrêmement modernes, puisqu'arrive la théorie de l'information de Shannon, qui permet d'encoder un maximum d'informations avec un minimum de signes, c'est-à-dire seulement des 1 et des 0. On rentre donc dans l'ère binaire, qui est un peu une suite donc des binary digits, voilà, qui fait suite aux cartes perforées et qui va donner lieu plus tard au développement des circuits intégrés en utilisant l'électricité. C'est aussi en se basant sur les travaux de Turing que vont se développer les grandes écoles qui s'appelleront un peu plus tard les écoles de machine learning, et notamment deux écoles, l'école soviétique et l'école aux États-Unis, qui sont très différentes. Il y en a une qui est théorique, mais qui manque de fondement, qui manque de pratique. L'autre qui manque de fondement théorique, justement, mais qui trouve des cas très appliqués. Et les deux écoles ne se parlent pas, puisque nous sommes en pleine guerre froide, et se développent pourtant à une vitesse grand V, jusqu'au point où ces techniques de machine learning, associées à la miniaturisation des circuits intégrés et à la diminution des coûts de l'informatique, vont rendre ces usages-là accessibles pour les entreprises. Et donc là, le phénomène data et informatique échappe au monde des États, c'est-à-dire recensement, le monde de l'intelligence, c'est ça qu'on appelle le monde de l'intelligence économique en France, et va irriguer la pratique des entreprises à travers des phénomènes comme la digitalisation, évidemment, et la prise de décision basée sur les données, y compris à partir des années 80, à travers les usages de data mining et de fouille des données. Enfin, le phénomène data prend de l'ampleur à partir des années 2010, lorsque se développent d'une part des approches techniques nouvelles, basées en particulier sur le calcul distribué et le stockage de l'information dans le cloud, c'est-à-dire des solutions low cost de traitement de l'information, euh, à la fois sur de nouvelles approches algorithmiques qui deviennent beaucoup plus accessibles pour le commun des mortels, à travers la mise à disposition de ces codes dans des boîtes à outils très faciles à mobiliser pour mettre en place au sein des entreprises des cas d'appliquer sur de vraies données d'entreprise. Et enfin, par des enjeux organisationnels des entreprises qui se mobilisent pour absorber ce nouveau profil, celui du data scientist, qui apparaît en 2012 à travers les publications par exemple, de Harvard, qui disent que le data scientist, c'est le métier le plus sexy du siècle et qui doit trouver sa place dans les entreprises. Au début, à travers essentiellement des organisations centralisées, et au fur et à mesure une certaine décentralisation qui permet d'irriguer les pratiques de toutes les fonctions de l'entreprise avec ces nouvelles approches. Enfin, ce phénomène va se déverser auprès de l'ensemble de citoyens de façon beaucoup plus récente, en particulier à partir des années 2022, lorsque apparaissent des usages grand public, notamment qu'on appelle aujourd'hui de l'IA générative, à travers les échanges conversionnels comme ChatGPT et autres. Voilà. Avec des modèles légèrement différents, avec une finalité différente, mais toujours dans la même lignée de cette évolution à la fois des technologies, des méthodes analytiques
et des usages qu'on en fait, donc historiquement basés sur les besoins d'État, puis des entreprises, puis des citoyens en général. Cette histoire de la donnée nous conduit à une convergence sur un phénomène qu'on peut observer aujourd'hui. Ce phénomène a été décrit depuis une quinzaine d'années déjà, le phénomène Big Data. Alors le terme disparaît un peu, on appelle ça le phénomène data de façon plus commune en ce moment, c'est-à-dire un phénomène culturel, technologique et scientifique qui repose sur l'interaction entre la technologie, l'analyse historique, les deux, et la mythologie. Et ça, c'est un petit peu nouveau. C'est-à-dire, il y a une naissance de nouveaux discours, de concepts et d'idéologies autour de ce phénomène. Donc, au cours de cette journée qu'on passera ensemble, on va poser d'abord ensemble un ensemble de définitions, de concepts clés liés à la fois aux technologies, en décortiquant en particulier la chaîne de transformation des données en information, en prise de décision et en savoir, avec une prise de recul de ce qu'on appelle savoir par rapport à cette chaîne de valeurs. On regardera également des concepts liés à l'analyse, comme par exemple les définitions fondamentales de ce qu'est un algorithme, de ce qu'est l'intelligence artificielle, avec tous les discours qui tournent autour et les différentes façons de les classifier, de les qualifier. Et enfin, on regardera également un ensemble de mythes qui tournent autour de ça à travers l'usage de certains buzzwords, les raisons pour lesquelles ces buzzwords sont utilisés. Et on verra qu'autour de ce phénomène tourne un ensemble de promesses, des sirènes, des monstres qui font peur, et également beaucoup de licornes qu'on a vu naître dans un écosystème data qui a le vent en poupe depuis aujourd'hui une quinzaine d'années. Voilà. Euh, je vais vous donner un exemple ici d'éléments qui sont difficiles à définir. Pas justement un concept assez simple. Un algorithme aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple à définir. Il y a des définitions académiques. La data science, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce que le terme est nouveau, il bouge encore, et donc il faut faire la part des choses et l'illustrer par des choses concrètes. Ici, par exemple, on verra qu'il y a des algorithmes qu'on peut considérer comme théoriques. Ce sont des concepts mathématiques, des méthodes de résolution de problèmes qui naissent dans la tête des scientifiques, qui naissent aujourd'hui dans des laboratoires, voilà, et qui sont abstraits, qui nécessitent un niveau d'abstraction euh, spécifique. Voilà, comme ici, par exemple, vous avez une simple fonction affine que normalement vous connaissez. C'est un algorithme théorique de résolution de problèmes. Et il y a des algorithmes qu'on peut appeler applicables. Par applicable, on entend l'existence de tels algorithmes sous la forme d'un code informatique générique avec des paramètres variables. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un code informatique qui représente strictement la même chose que ce que vous voyez à côté, mais dans un langage qui lui est propre. Voilà. Un langage informatique. Il y a différents langages ensuite, voilà, mais tous ici permettent de formuler de façon applicable ce qu'est une fonction affine. Et enfin, il y a des algorithmes appliqués, c'est-à-dire une application concrète dans un contexte métier donné d'usage sur un cas concret. Comme par exemple, ici, on veut calculer imaginons le coût de fabrication d'une baguette avec des coûts fixes et des coûts variables. On sait que pour résoudre ce problème, il faut utiliser du point de vue théorique une fonction affine et on sait l'appliquer grâce au choix dans une boîte à outils de la ligne de code à l'approprier et on va la charger avec des données concrètes qu'on trouve dans une entreprise. Et c'est cette interaction entre les boîtes à outils et les choix qui sont faits dans des contextes précis en entreprise qui font le métier de la data science. Voilà. Et donc, c'est en illustrant par des éléments concrets comme ça qu'on approchera certaines définitions lorsque des définitions communes n'existent pas encore. Voilà. Une fois qu'on a posé ces concepts, on va les illustrer par des cas concrets. L'un des cas sur lesquels on passera du temps dans la matinée, c'est un cas qui commence à devenir un cas d'école. C'est-à-dire que dans les fonctions conformité, il est assez difficile d'échapper à ce type de cas dans les sociétés d'assurance. C'est l'identification des facteurs de risque de non-conformité. Et ici, dans notre cas précis, on s'intéressera à des contrats d'assurance auto. L'objectif étant de récupérer des primes
sur des contrats auto qui ont été mal tarifés, non conformes et sur lesquels donc on peut récupérer plus de prix. On verra que pour développer ce cas d'usage, une solution basée sur l'IA a été mise en place en connectant des données historiques de l'assureur, notamment des données liées au contrat, aux clients, aux agents, et évidemment les données de non-conformité issues de sources différentes, y compris non structurées, puisque historiquement la non-conformité était traitée notamment dans des fichiers Excel et Word. Il fallait regrouper ces données-là. Ça a été croisé également avec des données externes, comme par exemple les caractéristiques des quartiers où se situent les agences ou alors où habitent les clients. On a appliqué sur ces données avec une certaine structure que je vous montrerai des analyses de ce groupe pour identifier les caractéristiques des clients qui sont, pardon, des contrats qui représentent le plus de risques de non-conformité. Ce projet en particulier a donné des résultats très intéressants puisque il a permis de changer radicalement déjà le processus de contrôle dans l'organisation. Et c'est une organisation internationale. Cet impact a été constaté à l'échelle internationale. Ensuite, il y avait des éléments très concrets, comme une diminution du temps nécessaire pour le contrôle terrain de 30% pour dégager des ressources qui étaient sur l'auto et les mettre sur d'autres types de contrats, et en particulier l'assurance santé, qui était beaucoup moins bien contrôlée à l'époque. Et au-delà de ce gain de performance, un bon ciblage des contrats a permis également une augmentation de la prime récupérée liée à la non-conformité des contrats. Donc, on verra non seulement les détails de ce projet, mais également les étapes par lesquelles on est passé pour le mettre en œuvre, et surtout quelque chose que vous ne verrez quasiment pas, ce sont des doutes, des questions, des problèmes qu'on a rencontrés, les solutions qui étaient envisagées, les solutions qui étaient éliminées, les mauvaises pistes, voilà, pour vous montrer comment se passe la réalité de ces projets qui sont tout sauf magiques. Voilà. Cela nous permettra de mettre en perspective la place de la conformité face à l'intelligence artificielle. Et on verra que la conformité a plusieurs rôles à jouer. D'abord, il s'agit de replacer la conformité comme un acteur clé dans la supervision des algorithmes en général, parce qu'il y a de nouvelles réglementations qui arrivent et il faut les respecter dans les entreprises. Ensuite, la conformité, ce n'est pas simplement un garant de l'application réglementaire, c'est aussi un partenaire potentiel des autres fonctions qui, elles, appliquent des solutions d'intelligence artificielle, et il faut que cette application soit pérenne. Il faut que la conformité puisse notamment contribuer à la personnalisation de la relation client sans discrimination, puisque c'est l'un des enjeux majeurs pour les assureurs aujourd'hui, et garantir une croissance éthique de la société sans sacrifier la qualité ou encore accroître le risque. Voilà. Et à travers le cas que je viens de vous montrer, on verra également que l'intelligence artificielle peut également servir aux missions de la conformité elle-même en la rendant plus efficiente, et en accompagnant la prise de décision par les experts de la conformité eux-mêmes. Voilà. Alors, quand on parle des usages de l'IA par les autres fonctions, il est important de le situer pour que les acteurs de la conformité puissent voir quel est leur rôle sur l'ensemble de la société. Pour cela, je vous propose d'embarquer dans une odyssée de l'IA à travers les différentes fonctions de l'entreprise, et on verra plusieurs cas d'usage qui tiennent notamment à la relation client, au marketing et aux produits, à la gestion des back-office, comme par exemple la prévision d'activités en termes de quantité d'appels entrants qu'il faut gérer, en quantité donc de sinistres qui vont arriver demain, y compris dans les cas particuliers, par exemple des sinistres auto, où la quantité de sinistres auto va dépendre pas seulement des modèles actuariels qui finalement permettent la tarification, mais également des phénomènes comme l'existence de ponts, quel jour ça tombe, les effets de la météo, etc. Et les effets également de la capacité des plateaux à prendre en charge ces appels, puisqu'il s'agit d'êtres humains, c'est une activité élastique, on n'est pas en train de compter des cartons, et donc il y a des subtilités data qui sont très intéressantes à voir sur ce type de sujet. Et évidemment, avec des enjeux de conformité très clairs, comme la plupart des usages qui touchent aux ressources humaines. Voilà.
Les ressources humaines, on y fera un saut plus particulièrement avec quelques exemples concrets. Et on verra aussi, enfin, l'île des risques et de la finance en se concentrant sur les usages particuliers qu'on trouve dans cette fonction-là. Et on verra certains usages qui touchent notamment à la fraude documentaire. La fraude documentaire qui est un sujet en soi, voilà. Surtout quand on voit des statistiques qui sont rares, hein, qui sont très rares, mais qui existent, y compris parfois de façon récente. On voit par exemple que 10% des Français de plus en plus jeunes avouent avoir fraudé au moins une fois en 2023. Et en plus, 74% de ces fraudes ont réussi. Là, il s'agit d'une étude qui a été menée par un spécialiste de la fraude documentaire qui s'appelle Finovox. Voilà. Donc, on verra ce qui se fait en général, en interne ou en externe, sur ce sujet de fraude documentaire. On fera un petit saut sur cette île de la conformité par la falaise de la détection de la fraude. Alors, on sait que la fraude pèse environ 5% du chiffre d'affaires des entreprises, toutes entreprises confondues, et elle touche davantage les entreprises qui sont assez grandes. Et le secteur bancaire, qui nous intéresse beaucoup parce qu'il est proche, il est très touché avec plus d'1 milliard de fraudes en 2022 en France, surtout sur le chèque. Bizarrement, on verra aussi pourquoi. C'est une petite subtilité, mais c'est intéressant à l'avoir en tête. Alors que le chèque disparaît, voilà, la fraude augmente. On verra comment ça fonctionne et comment aujourd'hui les entreprises dans le monde de l'assurance et aussi en dehors mettent en place des solutions pour détecter des fraudes en contrôlant les flux. Voilà. Euh, on regarderait également des sujets liés à la fraude interne, qui est un sujet en soi et qui est d'ailleurs assez en lien avec la non-conformité qu'on aura vu un peu plus tôt, puisque détecter des non-conformités des contrats, c'est potentiellement également découvrir des situations où les agents, les conseillers sont impliqués de façon volontaire ou non. Voilà. On s'arrêtera sur l'usage de l'IA pour accompagner l'investigation et l'usage des données dites chaudes, en particulier les données qu'on trouve sur le web dans le cadre des enquêtes de type OSINT. On s'arrêtera sur la façon dont on va aujourd'hui mettre en place des dispositifs de pilotage, de monitoring de ces dispositifs de fraude qui commencent à poindre partout. Donc, il faut les piloter de façon beaucoup plus transverse en allant rompre les silos qui marquent habituellement la gestion de la fraude. Et on parlera enfin de l'un des leviers les plus emblématiques pour contrer la fraude, c'est la prévention. Voilà. En particulier quand on sait que la moitié des entreprises ne mesurent pas tout simplement l'impact de la fraude. Dans ces statistiques, on sait qu'une partie des entreprises, en fait, mesurent, mais ne communiquent pas sur les fraudes lourdes ou les fraudes internes, qui sont des sujets politiques assez sensibles. En tout cas, il est important d'avoir ne serait-ce que des ordres de grandeur sur cette façon de piloter. Et un sujet qui, moi, m'intéresse en tant que chercheuse particulièrement, c'est comment on pilote la performance de ces modèles IA tout en surveillant la capacité des entreprises à préserver l'expertise humaine pour travailler avec ces modèles d'IA, puisqu'on constate déjà aujourd'hui, avec un certain recul, quand on en a, que l'intermédiation par l'IA entre les experts métiers et la réalité peut certes faire gagner énormément en performance, mais peut également déconnecter les experts métiers de la réalité, empêcher la création de savoirs, et en particulier des savoirs tacites, et mettre à mal ces dispositifs dans le temps. Voilà. Il y a des astuces pour contrer ça, très pragmatiques, et je vous en ferai part. Voilà. Et ensuite, on regardera ce qui se fait en externe, et notamment dans le monde bancaire, où je vous présenterai le résultat d'un projet de recherche très ambitieux qui a été mené il y a quelques années par plusieurs sociétés françaises qui aujourd'hui s'appellent Quinten Finance et Blackwen notamment. C'était un projet mené avec la Sorbonne et financé à moitié par les acteurs impliqués et à moitié par l'Union européenne à travers les fonds FEDER. Ça a donné lieu au développement de 2 produits de détection de fraude
qui fonctionnent, qui sont en production, qui marchent plutôt très bien côté banque et qui ont donné lieu à plusieurs publications à l'échelle internationale avec des articles qui sont disponibles aujourd'hui et qui, depuis, ont donné lieu à des évolutions complémentaires, notamment face à l'AI Act, la réglementation de l'intelligence artificielle par l'Union européenne, voilà, qui exige que ce type de modèle soit totalement documenté et transparent pas seulement pour les entreprises et les experts métiers, mais également pour les régulateurs. Donc, on verra comment ce type de modèle peut, en plus, être pérennisé à travers ce type de levier qui les rendent auditables. Voilà. Et vous allez voir que cette journée qu'on passerait ensemble, si vous venez à la formation, sera également marquée par beaucoup de points d'interaction qui sont très concrets. Par exemple, quand on parlera des mythes, on aura des discussions, ici synthétisées, euh, mais, euh, mais qui seront très concrètes. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas juste des mythes de façon large, comme la vérité, l'objectivité, l'exactitude ou la valeur de l'IA. Ce sont des sujets dont on parle beaucoup. On regardera en particulier dans le cadre de la conformité et de la fraude, pourquoi ça compte. Voilà. Par exemple, en termes de vérité, anticiper l'avenir quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est se baser uniquement sur l'expérience passée. Vous le verrez à travers l'analyse des concepts clés. Voilà. On ne s'intéresse pas à travers l'IA à la recherche de liens de cause à effet. Or, dans le cadre de la détection disons, au-delà de la recherche de preuves qui sont importantes pour la fraude, quand vous êtes dans ce cadre-là, vous avez besoin de comprendre les nouveaux comportements des fraudeurs qui changent tout le temps. Et donc, ça a des impacts très concrets sur, par exemple, la fréquence de réapprentissage qui doit être testée avant même de déployer ce modèle. Voilà. C'est très différent des sujets que vous voyez dans le marketing. Dans le marketing, vous pouvez aussi avoir des approches très personnalisées, mais les comportements de vos clients ne changent pas énormément dans le temps. Voilà. Ils changent, évidemment, ils bougent, mais sur des échelles de temps longues. Vos produits en tant qu'assureur bougent également, mais sur des temps quand même assez longs. Les comportements de fraudeurs peuvent changer extrêmement vite. Il se passe le message, aujourd'hui, ce sont des réseaux organisés qu'il faut savoir interpréter rapidement. Et si on n'a pas le temps de l'interpréter pour trouver des liens de cause à effet, il faut un minima que le modèle se mette à jour pour pouvoir émettre des alertes plus pertinentes que ce que vous aviez constaté en termes de scénario il y a même 3 mois, 4 mois. Voilà. Donc, c'est l'exemple d'application pratique qu'on verra dans la fraude et la conformité. On verra également des notions d'objectivité, d'exactitude, de valeur exactement, de valeur également, et, et les impacts concrets de cela. Alors évidemment, il n'y a pas que des mythes, il y a également des risques réels, donc on s'attardera légèrement sur des mythes réels, comme la mauvaise utilisation de ces, pardon, la mauvaise sécurité des données, qui est fondamentale aujourd'hui, en particulier sur ces sujets de conformité et de fraude où souvent les fraudeurs partagent avec les hackers des comportements de contournement et d'attaque de vos systèmes. Donc, il faut que ces systèmes soient protégés. De mauvaise utilisation des données ou encore l'amplification de la discrimination qui est assez commune dans le monde de l'intelligence artificielle qui se base sur l'historique et qui donc va reproduire la discrimination, voire l'amplifier si ça permet de gagner en performance et qu'on ne fait pas attention à ces modes de discrimination. Voilà. Évidemment, pour parler de ces risques, il faut parler des solutions en face. Donc, on fera un tour sur les différentes réglementations européennes, dont l'une des finalités est de contrer ces risques. Et donc, ça impacte le fonctionnement de la fonction conformité, puisque la fonction devient l'un des bras armés pour l'application de ces réglementations, la dernière en date étant l'AI Act. Et je ne parle ici que des réglementations qui touchent spécifiquement à la donnée et aux données et au digital et aux usages de l'intelligence artificielle. Et enfin, je vous proposerai de finir cette journée sur les enjeux les plus brûlants
liées à l'intelligence artificielle face à la conformité à la fraude. Ce sont notamment des enjeux qui sont liés à la coopération, qui sont aujourd'hui absolument indispensables face, aux fraudeurs, qui, eux, ne s'embêtent pas avec les silos organisationnels des entreprises auxquelles ils s'attaquent. Voilà. Ils trouvent des failles et si l'entreprise est silotée, si elle silote le fonctionnement ou les contrôles de conformité, les, fraudeurs, eux, passent à travers. Et donc, aujourd'hui, on verra que ce comportement qui existait déjà avant est très largement amplifié par l'usage, notamment de l'IA générative, qui devient disponible pas seulement pour les entreprises, pour les citoyens, mais pour les entreprises, pour détecter des fraudes ou pour mieux les investiguer. Elle devient également disponible pour les fraudeurs eux-mêmes. Et donc, on voit certains phénomènes aujourd'hui, comme par exemple le fait que l'IA générative est adoptée de façon massive et en particulier par les jeunes qui utilisent l'IA générative dans 85% des cas. Il y a un certain gap générationnel avec des populations plus âgées à partir de 35 ans. Mais malgré ce gap générationnel, il ne faut pas se leurrer, 31%, ça reste énorme. Donc l'adoption peut tout de même être vraiment qualifiée de massive. Voilà. Ce qui fait que les usages type fraude documentaire peuvent être utilisés par des populations de plus en plus jeunes. Ça change les profils des fraudeurs aujourd'hui. Deuxièmement, le phénomène est industrialisé aujourd'hui. Pardon, le phénomène. L'usage de l'IA générative est industrialisé puisque les Français l'utilisent au moins une fois par semaine dans le cadre de leur travail ou dans les études. Et un tiers l'utilise tous les jours. Donc, ça devient utilisé tout le temps. Et quand on connaît les principes de fonctionnement de la fraude, et notamment le triangle de Crécet, le fait de détecter les opportunités dans le cadre professionnel constitue l'un des risques qui peut pousser à l'augmentation de la quantité de fraude. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on a de plus en plus la possibilité de contourner les failles du système, au-delà des autres motivations. Et donc aujourd'hui, on voit un phénomène de submersion par des artefacts artificiels de qualité normale. Alors, vous connaissez certainement le phénomène de phishing, où les envois de SMS, souvent on les détecte parce que il y a une faute d'orthographe ou c'est une qualité un peu médiocre. Donc, vous verrez à la fin de cette journée qu'aujourd'hui, le phénomène a gagné en qualité au point où lorsqu'un fraudeur veut utiliser ces outils, la qualité de ce qu'il produit rend la fraude quasiment indétectable. Je vous montrerai un cas d'école dans lequel, par exemple, vous avez un usage massif de l'IA génératif pour générer des contenus, c'est-à-dire des sites, des livres vendus sur des sites, des blogs qui permettent de générer des billets qui rendent le site légitime, avec des formats variés, y compris l'usage de vidéos. Une occupation du terrain informationnel par des profils, des bots, avec également de la génération de contenu et ces bots qui créent un réseau qui les rendent légitimes, en partie faux et en partie liés à un réseau humain réel. Et en plus, ils se comportent sur les réseaux pour, pour ressembler à un véritable réseau humain. Voilà. Et donc, ces fraudes-là sont aujourd'hui quasiment indétectables. C'est un vrai problème pour les entreprises en général, pour les banques en tant que l'un des lieux de passage de l'argent et également objet du vol des données, en particulier des données bancaires. Mais je pense que globalement, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête puisque ça touche directement également le monde de l'assurance. Et vous en aurez une illustration concrète. Voilà. Je m'arrête là pour la présentation de cette journée complète qu'on pourrait avoir ensemble et rends la parole à Stéphanie pour clore cette séance. Oui, bah, merci Anna pour ta présentation qui était très claire. Comme je le disais en début de présentation, vous avez le chat, hein, si vous avez besoin de poser des questions à Anna ou à moi plus sur la partie
formation directement. On vous laisse encore quelques minutes pour les poser et puis on y répondra. Et sinon, juste pour vous indiquer que donc ce webinaire a été enregistré, donc vous aurez accès au replay qu'on vous enverra d'ici, je pense, la fin de la semaine avec la présentation qui vous a été faite ici, les slides de présentation. Donc je vous enverrai un mail avec ces deux informations-là. Donc je vous laisse la parole via le chat. Ou sinon, c'est que tu as été très, très claire, Anna, s'il n'y a pas de questions. Bah, on t'informe que tout est clair. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, on va laisser encore une petite minute pour poser des questions s'il y en a. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez aussi les envoyer via l'adresse mail qui est indiquée ici. Je les relierai à Anna si besoin pour y répondre par la suite. Bon, bah, écoute, ça semble clair. Il n'y a pas de questions qui ont l'air d'émerger. Je vois que les personnes commencent à se déconnecter. Donc, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Bah, encore merci à tous pour votre participation. Et puis, bah, on l'espère à très vite sur notre programme de formation. Et sinon, dans des futurs webinaires dans le sujet de la conformité ou autre de l'Institut des actuaires. Merci à tous et puis bonne journée. Au revoir.